Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là pour partager cette expérience avec vous. Donc, nous sommes en novembre 2016, il est 23 heures. La nuit est déjà tombée sur Nantes. Et je reprends ma voiture, seule, après avoir passé une délicieuse soirée avec des amis. Mes enfants de 8, 12 et 16 ans m'attendent tranquillement à la maison. Jusque-là, la vie normale d'une chef de famille monoparentale. Jusqu'à ce moment où, sur le chemin du retour, je me retrouve par un concours de circonstances malheureux à devoir passer toute une nuit en garde à vue, au commissariat, à 500 mètres de chez moi. Oui, moi, Cécile, le petit bout de femme que vous avez devant vous, s'est retrouvée à passer toute une nuit derrière les barreaux, en garde à vue. Alors, je vais vous raconter comment, dans cette cellule de prison de 5 mètres carrés, j'ai accédé à un grand moment de liberté. 12 heures enfermées dans 5 mètres carrés, c'est court et long à la fois. Vous pouvez imaginer, le scénario va très vite, les questions se bousculent dans ma tête. Qui va prévenir à minuit mes enfants? Qui va emmener ma petite à l'école demain matin? Comment vais-je assurer mon intervention prévue à 9 heures demain avec 12 clients importants? Je suis prise de panique. Je crie à l'injustice. J'ordonne que quelqu'un vienne me libérer. Je veux que ce mauvais film s'arrête. Personne ne vient. Bon. Je décide de faire un état des lieux. Je suis assise sur un matelas en caoutchouc, avec pour seul accessoire une couverture de survie. À côté de moi, il y a un urinoir, séparé par une cloison d'1,30 m de hauteur. Devant moi, un mur rempli d'écritures. Et puis je vois mes voisins de cellule, au travers de la porte, là. Ils semblent tout à fait s'accommoder des lieux. Certains crient, d'autres crachent, d'autres tapent à la porte en espérant se faire entendre. Quelle délicieuse soirée. Alors dans tout ce tumulte, toute cette cacophonie, j'essaie de prendre un peu de hauteur. Et une question me vient à ce moment-là. Quelle est ma part de liberté, aussi infime soit-elle, enfermée dans cette cellule de 5 mètres carrés? Eh bien, c'est durant ces quelques heures d'emprisonnement que j'ai pris toute la mesure du chemin parcouru ces 10 dernières années. Afin de mieux gérer mon stress, je m'étais intéressée au vaste champ de la connaissance de soi, du développement personnel. Mes premiers apprentissages provenaient d'une lecture dans laquelle était écrit « Pour atteindre un degré élevé de conscience de soi, on doit être prêt à tolérer le malaise suscité par des émotions possiblement négatives. » Moi, à l'époque, mon malaise, mes angoisses, mes peurs, j'essayais à tout prix de les éviter. Petite, mon père ne cessait de me dire « T'occupe pas de la marque du vélo, pédale !» Pédaler, quoi qu'il arrive, ne pas s'arrêter, parce que si je m'arrêtais d'une certaine façon, c'était la chute assurée. Alors très tôt, j'ai compris qu'il fallait que j'arrête de fuir, qu'il fallait que j'accueille ces émotions pour éviter qu'elles ne me mènent par le bout du nez. Alors dans ma cellule, je décide de me tourner vers le malaise que je ressens. Je prends conscience du sentiment d'injustice qui m'envahit, de mes inquiétudes, des pas du policier dans le couloir, des cris des personnes qui s'entêtent à vouloir sortir, de l'odeur de l'urinoir à côté de moi, des mots écrits sur les murs, la sensation du béton, du caoutchouc, la couverture de survie, et puis cette lumière éblouissante, constamment allumée, qui m'enlève toute notion de temps. Alors je suis là, figée, avec un corps qui ne demande qu'à courir loin. Ce besoin de courir loin, de ne plus vivre ce que j'étais en train de vivre, m'a ramenée à la perte d'un enfant quelques années auparavant.
ma fille a été victime d'une mort subite, non expliquée, à l'âge de 6 mois. Et c'était injuste, insupportable. Et ma plus grande préoccupation à l'époque, c'était comment fait-on pour vivre et ne pas survivre après un tel drame ? Eh bien, j'avais posé la question à la pédopsychiatre de l'hôpital qui m'avait répondu « Vous avez entendu parler du moment présent ?» Cette réponse m'avait intriguée. Je m'y étais intéressée de plus en plus à ce moment présent, mais sans jamais vraiment le saisir. Jusqu'à ce que je découvre une manière de m'exercer à revenir dans le moment présent. Il s'agissait de la méditation de pleine conscience, autrement appelée la mindfulness. Alors, les chercheurs ont observé qu'une séance de méditation était faite de phases constituées de 4 cycles. 1. Le vagabondage des pensées. 2. La prise de conscience de la distraction. 3. La réorientation de l'attention. 4. Le retour à la concentration. Eh bien moi, en pratiquant, j'ai réalisé à quel point j'étais plongée la plupart du temps dans la distraction. Ça m'a même effrayée au début. Ça ne vous est jamais arrivé à vous ? Ruminer le passé, de faire des choses de manière très automatique, de vous perdre dans vos pensées sans aucun rapport avec l'expérience que vous vivez ? Moi, eh bien, c'était tout à la fois et très souvent. Alors, dans ma cellule, je décide de faire une marche méditative. Bon alors, j'ai quelques heures à passer là. Je suis en train de cultiver mon attention, de l'entraîner à rester dans le moment présent, dans ce qui se passe, dans ce qui est en train de se passer, plutôt que de fuir. Basique, hein ? Eh bien pourtant, en tant que maman et femme d'affaires hyperactive, c'est la chose la plus difficile que j'ai eu à faire dans ma vie. Et la présence dans mes pas, dans mes pieds, dans ma respiration, me permet de ramener le calme mental, d'arrêter le flou dans lequel je suis plongée, et puis de faire de l'espace pour y voir plus clair. Et en créant cet espace mental, eh bien, je peux mieux voir ce qui est sous mon contrôle et ce qui ne l'est pas. Je ne suis plus collée à ces émotions, ces sentiments qui m'envahissaient. Alors, il y a une image qui illustre ce phénomène de libération de l'espace et je souhaite la partager avec vous. Alors, voici un point qui représente ce qui peut parfois envahir tout le champ de notre attention. Qu'il s'agisse d'une émotion très prenante comme la peur, d'une préoccupation pour l'un de nos proches, d'un dossier très en retard que nous devons remettre et qui n'avance pas, eh bien, nous avons tendance à être collés dessus. Nous avons tendance à nous prendre la tête avec, à le tourner dans tous les sens, à vouloir le mettre de côté pour plus tard. Nous pouvons même en faire des insomnies. Eh bien, la présence attentive permet de faire de l'espace, permet de faire de la place autour de ce point, de cette préoccupation, de façon à ce qu'il n'envahisse plus tout le champ de l'attention. Il y a un champ plus vaste autour qui se dégage. Et cela permet de faire un pas de côté, de trouver des ressources, d'autres options qui n'auraient pas été rendues possibles autrement. Alors, le point ne disparaît pas pour autant, mais il n'occupe plus la même place envahissante. Et c'est en changeant notre rapport avec ce point, en nous mettant à la juste distance, en faisant un pas de côté, que la perspective change et que nous pouvons y répondre autrement, de manière plus consciente.
Alors dans ma cellule, je repense à ce point. Comment créer de l'espace dans cette situation ? Quel acte conscient je peux poser pour retrouver ma liberté chérie ? Eh bien, je peux simplement relâcher la crispation, lâcher cette illusion du contrôle, sortir de ma boîte intérieure, accueillir mes angoisses, mes inquiétudes, mon anticipation du pire concernant mes enfants, mes clients, ma vie. Observer cela et décider de ne pas suivre ces pensées, qui sont après tout que des pensées. Alors c'est si simple et si difficile à la fois. Pourtant, il s'agit bien de cela, d'une liberté intérieure plutôt que d'une liberté de mouvement. Moi, la liberté de mouvement, je la connaissais bien. Entre 2 avions, 2 TGV, enchaînant les rendez-vous, je ne croyais même qu'en celle-là. Mais la liberté intérieure... Alors je commence à considérer ma cellule comme un réel lieu d'apprentissage. Je décide de lire tous les mots qui sont écrits sur le mur. Je me représente les personnes qui ont dû les écrire, leur ingéniosité à les écrire, car nous sommes dépourvus de tout ustensile en prison. Puis j'observe le gardien qui fait des allers-retours dans le couloir, qui essaye de parler à certains détenus pour calmer leurs ardeurs. J'observe son quotidien. Je me demande ce qui a bien pu l'amener à choisir ce métier. Puis j'amène beaucoup de curiosité pour l'expérience que je suis en train de vivre. Je ressens soudain une immense liberté. Je me sens remplie d'une énergie de vie très puissante. Je redécouvre soudainement ce que signifie pour moi la liberté dans cette situation. Ma liberté intérieure, celle sur laquelle je peux agir. Ma situation, elle est là. La seule liberté que j'ai, c'est le regard que je vais porter sur cette situation. Alors dans ma cellule, remplie de cette énergie de vie très puissante, eh bien, je réalise de manière encore plus flagrante qu'il y a encore pas mal d'endroits dans ma vie où je ne me sens pas complètement libre. Et que dans ces situations, précisément, c'est plus un mouvement de liberté intérieure qu'il me faut chercher, plutôt qu'une liberté de mouvement. Depuis cet épisode, plus que jamais, dans chaque situation où j'ai peu ou pas de contrôle, je me pose cette question. Ça serait quoi de me sentir libre dans cette situation ? Et pour vous, dans votre quotidien, dans votre vie professionnelle, ça serait quoi de vous sentir libre dans chaque situation ? Merci.